Où vais-je? Pour savoir où aller en bourse, encore faut-il savoir où vous en êtes et d'où vous venez. C'est Culture Bourse chaque jour pour vous offrir les meilleurs repères grâce à nos experts. Ils vous répondent chaque jour. Antoine. Et toutes vos questions, vous pouvez les poser à notre adresse sur bfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche actuellement sur votre écran. Et là, zoom Antoine, sur un acteur stratégique pour la France, franchement, mais devenu un nain boursier et on le regrette tous. Un nain, c'est... Enfin bref, Atos. Parce que finalement, il y a longtemps que plus aucun analyste ni société de bourse n'a de vrai avis sur la question. On rappelle qu'il n'y a juste pas une seule pièce de monnaie assez petite pour figurer la valeur d'une action Atos. On est sous 1 centime. Oui. On est à 0,4 centimes en ce moment. Pour autant, est-ce que c'est un objet investissable et si c'est le cas, comment s'y prendre? Alors, élément de réponse avec Thibaut François de Fastea Capital. Bonjour. Bonjour Antoine. Et on a Abdallah qui nous pose cette question. Atos, est-ce qu'il est faisable, envisageable et rentable sans trop de risque d'investir? Ou est-ce qu'il faut considérer ça finalement comme ce que les Américains appellent un meme coin? C'est pas facile à répondre à cette question parce que Atos, c'est un fleuron de l'économie française depuis des décennies. Il y a une multitude d'histoires autour d'Atos, il y a une multitude de rachats, de scissions, de fusions. Donc on en perd un petit peu notre latin en termes d'activité. Ce qui a fait l'historique et ce qui a fait l'histoire d'Atos, c'est quand même de tourner autour de la défense et autour de la cybersécurité. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est quand même deux thématiques qui sont extrêmement fortes aujourd'hui en France, et on s'aperçoit que un Atos, on va dire conquérant, et un Atos avec des moyens financiers aurait largement sa place aujourd'hui pour être en tête du CAC 40. Malheureusement, énormément de déceptions et depuis de nombreuses années. Des déboires financiers, bien entendu, une restructuration extrêmement lourde il y a quelques semaines, quelques mois. On est à même pas 1 centime sur aujourd'hui en cours de bourse. Combien vaut la valorisation d'Atos aujourd'hui? C'est extrêmement compliqué à le dire. C'est une sorte de ticket de loto sur le d'Atos dans les prochaines années. On explique souvent que la bourse c'est pas le casino, mais avec Atos aujourd'hui c'est quand même un petit peu le cas. Donc très difficile aujourd'hui d'avoir un avis positif sur la valeur. Par contre, on peut aussi attendre le 14 mai. Le 14 mai, il y a une revue stratégique d'Atos avec son nouveau patron, Monsieur Lassalle, qui va reprendre en tout cas qui va donner une indication un petit peu plus forte, d'Atos dans les prochaines années. Donc on va en savoir un petit peu plus le 14 mai. Est-ce que Atos peut renaître de ses cendres et être le phénix de la bourse parisienne? En tout cas, on l'espère, sachant que les thématiques de fond sont extrêmement favorables aujourd'hui pour Atos. Voilà. Atos, ça vaut combien, Antoine? Ça vaut un demi-centime d'euros, c'est ça? Ça vaut 0,4 centimes. Ah ouais. Un peu comme le Bitcoin il y a 12-13 ans. Ah, certains avaient investi, puis aujourd'hui, le Bitcoin... Non, oui, et puis d'autres... Bon. Bref. Et puis d'autres, oui, effectivement. Voilà. C'est un meme coin. C'est pas un meme coin, et là, pour le coup, il y a des gros dégâts. Merci, Thibaut. Business. Bon, l'Europe, comme d'habitude, fait mieux que Wall Street, encore une fois cet après-midi, Antoine. Exactement. Alors, on a parlé des dépenses d'investissement du côté de l'Allemagne, qui dénotent d'un véritable changement culturel très, très significatif. Tout ça va profiter à tous ceux qui s'occupent d'infrastructures, d'équipements. Il ne faut pas oublier également tout ce qui a été annoncé en Chine ce matin, lors de la réunion de l'Assemblée du peuple. Et où il y a des dépenses très importantes qui ont été annoncées. Alors déjà des prévisions de croissance et un certain nombre de dynamiques économiques qui ont été détaillées, mais des dépenses de manière à soutenir la consommation des ménages et l'investissement. Et l'ensemble de ces nouvelles, aussi bien de l'Allemagne que du côté de la Chine, aussi bien que l'éventualité, je dis bien l'éventualité que Donald Trump revienne un petit peu sur ces surtaxes douanières concernant le Mexique et le Canada, tout ça fait grimper les cadors européens des métaux, notamment ArcelorMittal, qui gagne 9,6%. C'est le leader du CAC 40 depuis le début des cotations ce matin. On est à 29,93 €. Saint-Gobain dans les matériaux de construction, qui gagne 8,4% à 100,10 €. Évidemment, on a Thales, encore concerné par la hausse des dépenses de défense, notamment du côté de l'Allemagne, mais avec les perspectives, les dynamiques de développement à l'échelon européen. Le titre gagne quasiment 7% à 243,90 €. Les valeurs à la baisse, à noter Unibail-Rodamco-Westfield qui perd 2,6% à 73,34 €. On a Danone qui subit des prises de profit. Oui, c'était la valeur refuge d'hier. Le titre a gagné plus de 4%. Et là, il en perd quasiment 2 à 70,90 €. Et puis, on parlait des dépenses d'infrastructure. Alstom qui gagne 14,5% à 23,04 €. Et puis, c'est la journée des titres en A. ArcelorMittal, Alstom, leader du
du SBF 120, c'est Atos. On en a parlé après ces résultats. Ah oui. On ne sait plus trop ce que vaut Atos, à part 0,4 centimes, encore une fois, mais le titre prend 20,6%. C'est la journée en A avec Antoine. Antoine qui nous accompagne, oui. bien sûr. En fil rouge, notre vigie sur les marchés. Thibaut François, toujours avec nous, aussi en fil rouge. Rebonjour Thibaut. C'est vrai que, alors on va parler des valeurs de défense à nouveau dans un instant, mais c'est vrai que ce plan géant annoncé par l'Allemagne, qui devra quand même être voté au Bundestag, 500 milliards pour les infrastructures et la défense, ce plan, il ruisselle, y compris sur nos acteurs français. Alstom, on va découvrir la courbe. Pour ceux qui nous suivent à la radio, vous savez qu'on est aussi en télé. Cette courbe Alstom, ben voilà, elle s'affiche pour ceux qui nous suivent à la télé ou en replay. 14,5% de hausse aujourd'hui. On a aussi Siemens Energy qui progresse de plus de 8%, ArcelorMittal bien sûr, Hortif aussi sur le marché allemand. Et vraiment, les acteurs des infrastructures sont en pleine fête aujourd'hui. C'est l'ébullition, c'est formidable. En tout cas, on a une véritable euphorie boursière sur la séance du jour. Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer d'accompagner ce secteur ou qu'on est effectivement sur une forme d'euphorie et que tout ça risque de retomber, d'autant que ce plan de 500 milliards, on le rappelle, doit passer l'épreuve du Bundestag quand même en Allemagne. Et puis ensuite, il y aura le problème, la question de l'exécution, Thibaut. Oui, bon, effectivement, faut d'abord que ça soit voté, mais c'est quand même plutôt des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que l'Europe prend les choses en main, et c'est un petit peu ce qu'on attendait de l'Europe. Donc, l'Allemagne, c'est quand même la première économie européenne. Voyons pas, on peut pas être chauvin tout le temps, mais voilà, c'est quand même une locomotive. En Europe. 500 milliards de plans d'investissement, c'est colossal, et bien sûr, ça va impacter nos entreprises françaises dans le bon sens, et ça va emmener toute l'Europe. Donc, c'est effectivement une super nouvelle. Le marché européen est très en retard par rapport au marché américain. Le marché américain, on parle de tech depuis des années. Effectivement, il surperforme le marché européen depuis des années. On s'aperçoit aujourd'hui que les entreprises européennes ne sont pas moins bien gérées que les entreprises américaines. C'est un fait. Les entreprises européennes ne sont pas moins bien gérées que les entreprises américaines. La valorisation entre les États-Unis et l'Europe a touché des écarts qui sont colossaux ces derniers mois. Il va falloir rejouer la partie européenne dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors c'est une première hausse importante pour les marchés, oui. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais encore une fois, les flux ne sont pas encore revenus sur la partie européenne. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un premier épisode. Donc on va voir si le plan d'investissement va être voté sur l'Allemagne. Et derrière, je pense que les flux vont venir sur la zone européenne. Et tant mieux. Ça veut dire aujourd'hui que le marché européen va en profiter, que ce soit aujourd'hui, mais aussi demain. Donc c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble du marché européen. Pour aujourd'hui et pour demain. Antoine. Mais oui. D'ailleurs, ça fait grimper Alors merci à Inès et à Gwendal de nous avoir montré l'évolution des titres exposés aux matériaux de construction, aux bâtiments. C'était très impressionnant. Effectivement, on a de très fortes progressions aujourd'hui. Et concernant l'Allemagne en particulier, sur le 10 ans allemand, on est en hausse de 29 points de base en une séance, et c'est la plus forte hausse en intraday depuis 1994. Ah oui. Ah, c'est totalement dingue. Pour le 10 ans allemand ? Pour le 10 ans allemand. Non, mais on est sur un vrai changement de paradigme structurel. L'Allemagne qui s'endette à nouveau, qui ouvre les cordons de la bourse, c'est comme l'Allemagne qui se réarme, c'est comme l'Allemagne qui se réunifie. Il y a un changement culturel. Et le prochain chancelier, donc Friedrich Merz, qui reprend l'expression de Mario Draghi pour expliquer ce plan de dépenses de 500 milliards, whatever it takes. Il l'a dit lui-même, on va le faire whatever it takes. On n'aurait pas imaginé les Allemands citer Mario Draghi, futur chancelier. On disait l'Allemagne, l'homme malade de l'Europe, il y a encore quelques jours, quelques semaines. Et là, ils sont en train de prendre la tête de quelque chose qui ressemble à une reprise en main très très nette. On verra ce qu'annonce Emmanuel Macron ce soir à l'allocution à 20h, mais c'est vrai qu'on a aussi, bien sûr, parce que ce plan d'investissement allemand, il concerne aussi l'armement, les besoins de défense. On a aussi ce secteur de l'armement qui monte encore aujourd'hui. Thibaut, décidément, tous les jours, c'est difficile d'y échapper. On ne peut pas y échapper et on n'aurait pas le droit de vouloir un jour se dire on arrête d'en parler parce que c'est tous les jours en hausse, sachant autant parler d'autre chose. Non, on ne peut pas parler d'autre chose. C'est central. On a les acteurs comme Thales encore en hausse de 7% supplémentaire aujourd'hui. Dassault Aviation qui a publié gagne 4,5%. Est-ce qu'il faut aborder ce secteur de la défense en bourse comme on a longtemps abordé la tech américaine, c'est-à-dire sans se soucier des valorisations, des price earning ratio, les PER, parce qu'on voit les PER de plus en plus tendus, mais beaucoup d'experts nous disent mais ça n'a pas d'importance parce qu'on a un méga cycle à venir devant nous, donc les PER n'ont plus d'importance. Est-ce que vous partagez ce point de vue sur la défense en bourse ? En Europe, on est un peu moins comme ça, c'est-à-dire qu'on va pas porter des entreprises avec des valorisations stratosphériques. Ça peut être fait aux États-Unis, mais il y a une culture différente sur la partie européenne.
Oui, effectivement, les ratios de valorisation vont fortement monter sur l'ensemble du secteur. On le voit d'ailleurs aujourd'hui sur l'ensemble des leaders, c'est évident. Maintenant, ce qui est bien, c'est on peut jouer le secteur de la défense par d'autres entreprises qui sont purement sur le secteur de la défense. Donc on va pouvoir jouer des fournisseurs, on va pouvoir jouer aussi des clients, des fournisseurs. Donc tout ça va être scruté d'un point de vue boursier. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est le carnet de commandes et la visibilité que ça nous porte pour les prochaines années. Il y a de nombreuses entreprises françaises aujourd'hui qui ont chuté en bourse parce que le secteur automobile n'était pas bien orienté, parce que le secteur bancaire n'était pas bien orienté en termes de budget, parce que la partie gouvernement, les budgets n'arrivaient pas. Aujourd'hui, on se retrouve avec un budget de la défense qui va prendre le relais de certains secteurs qui étaient la locomotive ces dernières années, notamment le secteur automobile. Et aujourd'hui, le secteur de la défense va prendre le relais. Et ça, c'est plutôt intéressant que ça soit pour les grosses entreprises, mais aussi pour les PME françaises. Oui, alors évidemment, il n'y a pas que des très grands acteurs, il y a des petites et moyennes valeurs aussi dans cet univers de la défense. On va parler de Dassault Aviation dans un instant parce qu'en plus, ils ont publié et évidemment, ils ont un carnet de commandes record. On en parle dans un instant, Thibaut. Mais dans cet univers large qui a déjà beaucoup progressé, est-ce qu'il y a une valeur dont vous vous dites elle est injustement laissée de côté et elle garde peut-être plus de potentiel à venir que les autres? Dans le secteur large de la défense? Oui, oui. C'est Sopra, par exemple. Sopra, tout à l'heure, Antoine en parlait, on est quand même surtout sur des grosses hausses sur Sopra, mais aujourd'hui, on est sur un cours qui est assez bas sur Sopra. Bon, les publications et la visibilité n'étaient pas très fortes sur la société ces dernières semaines, mais par contre, c'est quand même 25% de leur chiffre d'affaires aujourd'hui à Sopra sur le secteur de la défense. Ah oui, parce que j'étais surpris que vous citiez Sopra, mais oui, c'est de la défense aussi, Sopra, effectivement, bien sûr. Exactement, c'est 25% de leur chiffre d'affaires qui est dans le secteur de la défense. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un Sopra va pouvoir retrouver de la visibilité par un secteur sur lequel ils sont présents depuis de nombreuses années, mais qui va donner des opportunités de croissance pour les prochaines années. Donc, encore une fois, c'est un secteur qui va prendre le relais sur des secteurs qui sont un petit peu moins bien en ce moment, notamment le secteur automobile qui est vraiment défaillant. Et aujourd'hui, le secteur de la défense va prendre le relais. Donc, un acteur comme Sopra devrait tirer son épingle du jeu en termes de carnet de commandes dans les prochaines années. Mais Thibaut, Sopra Steria gagne, effectivement, vous avez raison de les citer, Sopra Steria. Il gagne aujourd'hui, porté par les dynamiques de dépenses dans l'armement, les défenses. Sopra Steria gagne 8% aujourd'hui. Il n'y a pas que. Capgemini aussi gagne 5%. OB, on est dans les entreprises de services numériques, les logiciels. C'est vrai que la défense européenne, si elle finissait par voir le jour, elle aura besoin de sa défense européenne de plus d'intégration et donc tous ces logiciels. Et on voit tous ces acteurs donc du secteur des ESN, les entreprises de services numériques, tout progresser. Oui, Wavestone aussi gagne 6%. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, Thibaut, dans la séance du jour, la thématique défense peu à peu ruisseler sur de nouveaux secteurs. Exactement. Le secteur, Sopra en bénéficie pleinement parce que Sopra, encore une fois, c'est une société européenne, c'est une société qui est très présente en Allemagne et surtout qui a 25% de son activité sur le secteur de la défense. Donc aujourd'hui, elle surperforme nettement le marché. Un peu moins pour un Capgemini parce que Capgemini, par exemple, fait énormément de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc aujourd'hui, le chiffre d'affaires de la défense va être concentré sur la partie européenne. Donc un Capgemini va moins en bénéficier dans son carnet de commandes dans les prochaines années. Mais effectivement, aujourd'hui, les PME, c'est pas sans faire injure à Sopra, mais les petites entreprises et en tout cas les autres sociétés qui ne sont pas dans le CAC 40 vont aussi en bénéficier. Il n'y aura pas que Thales qui va bénéficier du secteur de la défense dans les prochaines années. Thales, dont le capital flottant est de plus en plus anglo-saxon, il est même désormais majoritairement anglo-saxon, figurez-vous. On en reparlera dans la suite de BFM Bourse avec Julien Marion, bfmbourse.com pour d'ailleurs tout de suite, si vous le souhaitez, si vous êtes impatient, consulter l'article. Pourquoi le capital flottant de Thales, qui est quand même un acteur stratégique français de la défense, pourquoi ce capital flottant est-il devenu anglo-saxon? Les Français deviennent minoritaires. Entre autres à cause de l'ESG. Ouais. Les investisseurs européens n'ont pas le droit d'investir autant dans la défense que dans d'autres secteurs, les institutionnels, et donc, résultat, un peu comme dans le capital de Total Energy, les anglo-saxons sont en train de prendre le pouvoir, en tout cas dans le flottant de Thales. L'article est disponible sur bfmbourse.com. Ça va faire réagir et on va échanger là-dessus, bien sûr, tout à l'heure dans la famille BFM Bourse. Dassault Aviation a publié, carnet de commandes record, c'est pas une surprise, Thibaut, plus 4%. Là, pour le coup, c'est une hausse, alors c'est une vraie hausse, 4%, mais c'est un peu moins que les autres acteurs. Est-ce que c'est signe que sur Dassault Aviation, il y a peut-être désormais moins de potentiel? C'est
c'est surtout que ça a été joué déjà. Ça a été joué, on l'a surjoué, on l'a joué depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. Depuis que la crise en Ukraine, c'est le secteur et notamment les pure players, parce que on peut dire que Dassault Aviation, à part quelques avions, on va dire plutôt pour la partie professionnelle, c'est quand même pratiquement un pure player sur la partie défense. Donc ça a été joué et surjoué. Donc bien sûr, les valorisations ont fortement augmenté sur un Dassault Aviation. Maintenant, le carnet de commandes reste record. Il va falloir délivrer dans les prochaines années. Donc on va arriver dans une politique d'exécution sur un Dassault Aviation. Je pense que le marché aujourd'hui, la croissance, il va aller la chercher sur les secteurs qui peuvent avoir des retombées de la partie de la défense, mais peut-être pas sur le secteur de la défense en tant que tel. Voilà. Donc je pense qu'il y a plus de potentiel en dehors du secteur de la défense que sur le secteur de la défense en tant que tel. Ou sur quel secteur, du coup, on en profite, puisque vous nous tendez la perche, quel secteur a plus de potentiel désormais, Thibault ? Clairement, les SS2I, on en parlait avec le secteur, les secteurs Sopra, etc. Mais on peut aussi parler du secteur industriel en France. Il va falloir produire aussi en France. Et il va falloir rechercher les entreprises qui sont capables de produire pour le secteur de la défense, comme elles le produisaient ces dernières années dans le secteur automobile, des composants aujourd'hui dont va avoir besoin les gros donneurs d'ordre que sont Thales et compagnie. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va forcément toucher les PME en France dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et une thématique qui va devenir un petit peu centrale dans les prochains mois aussi, ça sera les small et mid-cap françaises. Aujourd'hui, qui ne font strictement rien depuis de nombreuses années, forcément avec une visibilité accrue par le plan de relance en Allemagne et aussi par le secteur de la défense. Je pense que ça sera un pure player, ou en tout cas une machine pour pouvoir jouer, on va dire, la croissance en bourse pour les prochains mois. Merci beaucoup Thibault François avec nous, puis Fast